documentaire Out of Ireland tous les dimanches, donc de juillet et août, au Centre d'interprétation du Vieux-Port de Québec. Il y aura des après-midi irlandais, musique traditionnelle, poésie, causerie, contes et légendes. On s'excuse. Voilà, c'était la musique du documentaire Out of Ireland, tous les dimanches de juillet, donc, et août, au Centre d'interprétation du Vieux-Port de Québec. Il y a des après-midi irlandais, musique traditionnelle, il y a de la poésie, il y a des causeries aussi, des contes et des légendes. Pour en savoir plus ou pour toute autre activité évoquée par Mariana O'Gallagher tout à l'heure, y compris son magnifique livre, vous composez Été irlandais, c'est-à-dire le numéro de Québec 418-694-7996. 418, c'est à Québec, 694-7996. Et d'ailleurs, j'aimerais vous signaler que dans la revue L'Actualité, qui paraît aujourd'hui, le numéro qui paraît aujourd'hui, il y a un article de Yannick Villedieu sur Grossil et sur les Irlandais. Eh bien, nous voici maintenant installés au Studio 12. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, du public, qui vous êtes déplacés par ce beau dimanche. C'est un plaisir de vous accueillir. Et surtout d'accueillir un invité comme le professeur Tran Van Kee. Le professeur Tran Van Kee est un ambassadeur, vous savez, non seulement de la musique, mais un ambassadeur de la paix. On l'a décrit comme ça dans les journaux parce qu'il est souvent invité dans des pays, il a été invité dans des pays où il y avait des conflits, des hostilités, mais un peu comme Yehudi Menuhin, il se situe au-dessus de tous les conflits grâce à sa musique. Pour le professeur Tran, il n'y a jamais eu de frontières pour les gens qui parlaient le langage de la musique et qui sont animés par le même souci, c'est-à-dire le même souci que le sien, l'échange, la préservation, la conservation des patrimoines anciens et surtout aussi, ce qui est très important, leur transmission. Pour lui, il n'y a pas de rideau de fer ou de rideau de bambou, ça ne compte pas. Sa devise, le chemin que j'ai tracé, je le suivrai jusqu'au bout. Voilà, il l'a presque dit en même temps que moi. Ouais. Bonjour, professeur Tran, c'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est pour moi, c'était aussi un très grand plaisir de vous rencontrer. C'est notre 5e émission ensemble, professeur Bien sûr, Tran. oui, et je n'oublie jamais la première fois que vous étiez en robe rose. En robe rose, une mémoire phénoménale. Aujourd'hui, c'est moi. Oui. Comme vous. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel aussi, c'est parce que je vous souhaite un bon anniversaire. Oh non. Vous êtes toujours... C'est demain, merci, c'est gentil. J'ai jamais eu un si beau cadeau d'anniversaire. Hein? En guise d'entrée en matière, comme cadeau d'anniversaire, tiens, professeur Tran Van Kee, vous allez nous chanter une berceuse. Ah oui, et la berceuse, c'est toujours pour moi un petit dada. C'est pour moi, la berceuse est la première leçon d'éducation musicale que l'enfant ait jamais reçue. Et surtout dans la tradition vietnamienne, que ce soit populaire ou la tradition savante, la structure musicale des berceuses reste toujours comme un modèle pour ceux qui composent des chansons populaires. Et c'est pourquoi je voudrais vous chanter, pour commencer, une berceuse telle que j'ai entendu chanter dans mon pays, dans la région du sud du Vietnam. Et dans la berceuse, on parle de tout. On parle de la littérature, on parle de l'histoire, mais on parle également de la cuisine. Si par exemple, dans la berceuse que je veux vous chanter, la maman dit, quand tu prépares la soupe au poisson, n'oublie pas de mettre la ciboulette et du poivre pour en relever le goût. Et la maman chante. Oh, con cá nấu canh bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm voilà. Bravo. Il y a plusieurs amis vietnamiens dans la salle. Est-ce qu'on vous chantait ça quand vous étiez petit? Oh oui, en fait, oui, la tête, oui, je la connaissais celle-là. C'est un honneur donc que vous ayez accepté encore une fois notre invitation.
en 12-13 ans d'émission, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est notre 5e, c'est presque devenu une tradition maintenant. Il faut dire que vous avez de la famille ici, il y a votre sœur qui est là, tout juste près de nous, et la communauté vietnamienne est très importante. Oui, surtout beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis, oui, oui. Vous avez des amis de longue date, même, que vous avez connus petits au Vietnam, c'est ça? Oui, qui sont ici maintenant. Vous êtes, professeur Tran, un pédagogue qui a été dévoué à ses élèves, un grand chercheur, qui a réussi à faire comprendre de l'intérieur les musiques du Sud-Est asiatique. Et ça, c'est votre grand mérite aussi, en particulier, évidemment, la musique du Vietnam. Mais votre cheminement, je le comparais un peu à celui des grandes étapes de l'évolution de la musique de votre pays. C'est-à-dire que vous êtes à la fois du passé comme du présent et de l'avenir. Vous êtes un personnage qui rassemble tout ça. Ce qui est certain aussi, c'est que vous avez été un témoin privilégié de l'évolution au cours du siècle qui s'achève bientôt, de la montée et de la prise de conscience aussi de l'importance des patrimoines musicaux. Alors si je vous demandais de résumer peut-être brièvement les grandes étapes de la musique vietnamienne. C'est assez peu... Ça peut durer des heures, je sais. Naturellement, je suis né dans une famille de musiciens depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père était un musicien de cour qui a quitté Hue, l'ancienne capitale impériale, pour venir dans le sud, s'établir et établir une dynastie de musiciens, parce que mon grand-père était musicien, mon père était musicien, je suis musicien, et heureusement mon fils est aussi musicien. Et vous avez des petits-fils, petites-filles qui sont musiciennes aussi, je suis C'est ça, et la 5e génération, et j'ai des petites filles qui se préparent pour assumer la 6e génération. C'est beau ça. Alors ce qui fait que déjà à ma naissance, j'étais lié à la musique traditionnelle, ancienne, populaire ou savante, telle qu'on jouait dans le Vietnam. Et dans ma jeunesse, j'ai joué non seulement... au début, j'ai joué avec mon grand-père, parce que lorsqu'il a joué, alors j'ai sauté comme ça dans les bras de ma mère pour marquer le rythme. C'est déjà un premier concert entre grand-père et petit-fils. Et avec mon père, j'ai joué, avec ma tante, j'ai joué, avec mes cousins, j'ai joué. Et finalement, maintenant, c'est avec mes enfants, j'ai joué. Il paraît que quand vous étiez petit, vous vous cachiez pour entendre le reste, la suite de la fête, parce qu'à un moment donné, les enfants devaient aller dormir. Mais vous restiez caché sur le bord pour écouter jusqu'à la fin. Oui, c'est exact. Oui, et même lorsque on a dit qu'il ne fallait pas jouer de la musique avant d'apprendre à devenir médecin, ou etc. Alors au début, on a cherché, non pas à cacher, mais à essayer de m'empêcher de jouer des instruments de musique. Et là c'est, tout en étant enfant, j'ai essayé de monter sur des escabeaux, prendre des instruments de musique et jouer comme ça sous le lit de camp. Et même me cacher comme ça pour écouter les concerts jusqu'à la fin. Ça, c'était exact. Et après, il y avait quand même une rencontre des diverses culture, non seulement la musique traditionnelle du Vietnam, mais le Vietnam, pendant ma naissance, était placé sous la colonisation française. Il y avait déjà le commencement de l'influence de la musique occidentale. Alors, mais avant ça, bien avant, professeur, il y avait eu l'influence de la musique indienne, la musique chinoise, dans les 10e, 14e siècle. Vous n'étiez pas là, mais... Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça que le Vietnam est un pays assez privilégié, parce que c'est le carrefour des peuples et des civilisations. Et le Vietnam est placé dans une région qu'on a appelée Indochine, parce qu'il y a entre l'Inde et la Chine, il y a un grand concours d'influence. Alors ce qui fait qu'on a des instruments qui sont arrivés de Chine, nous avons des pièces qui sont arrivées de Chine, mais nous avons aussi la manière de jouer des tambours qui ressemblent à la manière de jouer du tabla dans l'Inde, avec l'enseignement par onomatopée dans la tradition de l'Inde. Mais il y a aussi la création purement vietnamienne, créée par les Vietnamiens de souche. Et la musique traditionnelle du Vietnam est la résultante de toutes ces trois influences, ce qui fait que on ne peut pas maintenant la confondre ni avec la musique de l'Inde, ni avec la musique de la Chine. C'est créer une identité propre. D'ailleurs, et on dit que même aujourd'hui, par exemple, des musiciens qui vivent au Canada, à l'autre bout du pays, et qui font de la musique vietnamienne, disent que malheureusement, eux, ce qu'ils trouvent, c'est qu'on connaît
de la musique vietnamienne, trop souvent celle qui a eu une influence chinoise, et qu'on ne connaît pas la vraie musique vietnamienne. Mal, trop mal. Oui, c'est parce qu'il y a déjà d'une part la musique de tradition populaire, il y a d'autre la tradition savante. Et la musique de tradition populaire a souvent été transmise, mais a quelquefois modifiée au fur et à mesure, chaque instant. Et surtout dans la tradition vietnamienne, nous avons un principe esthétique qui nous autorise à le faire. Parce que nous avons ce principe esthétique qui se résume en 4 mots. Chân, phương, hoa, la. Chân veut dire frère, phương veut dire carré, hoa veut dire fleur, la veut dire feuille. Cela veut dire que lorsqu'on apprend, on apprend la formule de base, rigide, carré. Mais lorsqu'on joue, on ne peut pas jouer comme cela. Il faut ajouter des fleurs et des feuilles pour rendre la mélodie plus jolie, pour rendre le rythme plus attrayant. Et c'est pourquoi, dans la tradition, on nous autorise à le faire, on nous incite à le faire, et il faut le faire. Par exemple, je vous donne un exemple, la mélodie, quand l'eau qui coule, tang, 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 mais si vous jouez comme ça, c'est mauvais. Alors, les gens jouent tang, ting, tang, ting, tang, ting, ring, ting, tang, ting, ring, ting, tong, ting. Là, si vous voyez, c'est déjà plus intéressant que tang, tang, tang. Oui, et le rythme, c'est la même chose. Alors, on dit, rop, tong, kak, rop, car si on joue comme cela, on va dormir. On ajoute ici une feuille, ici une fleur, tang, tang, ça veut dire le rythme est devenu plus intéressant. C'est pour ça que vous entendez quelquefois le résultat de ce mélange, de cette improvisation, de cette variation mélodique et rythmique qui fait en quelque sorte le charme de la musique du Vietnam, qui est essentiellement dynamique et non pas statique. C'est bien. Alors, je vous propose d'écouter justement un exemple, un extrait d'une pièce du Sud-Vietnam que vous avez interprété avec un grand musicien aussi, qui s'appelle Nguyen Vinh Bao, oui, c'est ça. un grand professeur. Vous êtes là-dessus au luth en forme de lune, et lui joue de la sitar 16 cordes qu'on a juste devant nous, dont vous allez jouer tout à l'heure. Il s'agit du chant de voyage par voie de terre. Oui, c'est le Viet Phu Loc, l'une des six grandes pièces appartenant du mode Bach dans la tradition du Sud. d'une musique vietnamienne, donc originale celle-là, hein, musique vietnamienne, un caractère qui se fait sentir. Oui. Je vous suis très reconnaissant parce que
vous avez bien saisi le moment pour finir. Parce que c'est la fin de la première section. Oh, elle a échappé belle, hein? Professeur Trane, je vous voyais diriger en même temps que vous écoutiez la musique. Et je me demande, est-ce que vous êtes un homme qui avait beaucoup répété dans votre vie de musicien? Je vous demande ça spontanément, c'est pas quelque chose qui était prévu. Mais un jour, j'ai demandé au grand Rostropovitch, quand est-ce que vous trouvez le temps de répéter? Vous êtes toujours dans un avion, c'est un peu comme ça pour vous aussi, vous avez voyagé énormément. Est-ce que vous répétiez? Vous répétiez comment? Il y a plusieurs manières de répéter. Mentalement, souvent. C'est exactement ce que Rostropovitch m'a répondu. Ah bon, je suis très heureux, parce que mentalement, c'est dans l'avion ou autre chose. Quand je ferme les yeux, alors le reste du monde disparaît. J'entends la musique dans mes oreilles et je la vis intensément, intérieurement. Et souvent je répète dans le sommeil. Quand je suis pressé, alors quelquefois, je me surprends à me voir jouer dans le sommeil. Et c'est pour cela que le temps de répétition est toujours permanent, chaque fois que cela est possible, chaque fois qu'il m'est donné un moment de répit, je peux répéter. Vous vous envolez comme ça dans une répétition. Professeur Trane, on a parlé donc peut-être d'une première période avant la prise de conscience donc d'une musique authentiquement vietnamienne, mais est arrivée une période au Vietnam où l'influence occidentale s'est fait sentir. Et ça, vous l'avez vécu aussi, là. Je l'ai vécu, je l'ai non seulement vécu, mais j'ai été fortement influencé par cette musique et j'ai cru au départ que pour faire développer la musique vietnamienne, nous devions avoir recours à la musique occidentale. Je me suis mis à l'école occidentale et j'ai essayé de comprendre la musique un tout petit peu. J'ai dirigé l'orchestre du lycée Petruc Tongvinki, où j'ai fait mes études secondaires. J'ai dirigé l'orchestre de l'université de Hanoï, où j'ai fait mes études médicales. Et à ce moment-là, j'étais très fier de pouvoir diriger comme ceci, moments musicaux de Schubert, marche turque de Mozart, la veuve joyeuse de Franz Lehár, etc., sans avoir compris grand-chose. mais j'étais très fier de pouvoir prendre la baguette et imiter les gestes des grands chefs. Et finalement, après, par la suite, je me suis dit, mais est-ce que j'ai compris quelque chose? N'étais-je pas un singe qui a imité les gestes de l'être humain? Et finalement, lorsque j'avais une possibilité d'introspection, je me suis demandé moi-même d'où je suis venu, qu'est-ce que j'étais en train de faire et qu'est-ce que je ferais. Et ça, c'est la maladie qui vous a procuré ce moment-là. Exactement. Presque un moment privilégié d'une certaine manière. Un moment privilégié qui m'a permis de rester en marge de la vie et qui m'a permis de réfléchir sur moi-même. Et à ce moment-là, j'ai pensé retourner à la tradition pour essayer de ne pas trahir la tradition et aussi de racheter la faute que j'ai commise en trahissant la musique traditionnelle. Et à ce moment-là, c'est grâce à ce travail que j'ai pu comprendre mieux la musique traditionnelle. Et en comprenant mieux, je l'ai aimé mieux. Et en aimant beaucoup la musique traditionnelle, j'ai peur de la perte. Et c'est pour ça que, au lieu de garder seulement dans les livres, au lieu de garder seulement des disques, j'ai essayé de transmettre la tradition aux jeunes qui vont venir. Ça, c'est ce qu'on appelle la préservation vivante et active. Donc vous avez été toute votre vie, et puis vous continuez de l'être aussi, quelqu'un qui a été un passeur de tradition, comme on dit chez nous. Vous avez tenu à faire connaître des traditions qui étaient presque sombrées dans l'oubli, pour certaines, et vous avez convaincu les gens que c'était important, et vous avez surtout contribué à les faire connaître, de l'intérieur cette musique-là. Et là, à l'inverse, à nous occidentaux, vous nous avez fait connaître cette musique, qui a beaucoup d'âme. Et c'est aussi une grande chance pour moi, parce que là, j'ai voulu le faire, mais nous pensons toujours que l'homme propose, mais Dieu dispose. Et j'ai eu la chance de venir en France, et je venais en France au moment où l'on cherchait à comprendre la musique d'ailleurs. Et je suis venu d'ailleurs. Et Paris, c'est le centre du monde culturel. Les musiciens, toujours en allant de l'Asie vers les États-Unis ou d'Amérique, au Canada, passent encore par Paris. Alors là, c'est le centre culturel idéal pour faire connaître toutes les traditions. Et je suis venu, et on a remarqué que
moi je ne parle pas seulement de la musique, mais je jouais de la musique, je chante la musique. À ce moment-là, ce n'est plus la musique dans les livres que l'on ouvre et qu'on regarde, mais la musique qu'on écoute, la musique que l'on vit, la musique que l'on transmet. Et c'est pour cela que j'ai pu, en France, créer le Centre d'études de musique orientale. J'ai présenté à peu près tous les musiciens. Ravi Shankar, c'était moi qui ai présenté aux musiques hybrides pour la première fois. Et c'est pour ça que je reste très lié amicalement avec Ravi Shankar. Avec d'autres musiciens, Shinichi Juise du Japon, je les ai présentés. Après, j'ai étudié le koto avec lui. Et puis, d'autres musiciens comme le professeur Liang Saiping de Taïwan, alors que je suis encore toujours en communication avec lui. Mais maintenant, nous formons en quelque sorte le club de vieux musiciens qui cherchons à transmettre aux jeunes la tradition musicale, mais sans les forcer à y entrer. Oui. Alors c'est pour cela que vous voyez, c'est une chance, comme vous l'avez dit, j'ai la possibilité de transmettre à d'autres l'amour de la musique, le plaisir d'écouter la musique. Vous avez d'ailleurs une de vos élèves qui est devenue célèbre, qui fait des concerts partout dans le monde. Elle s'appelle Nguyen-Thi Ai Phong, je ne sais pas si je le dis bien, mais elle joue aussi de la sitar 16 cordes, comme vous. Oui. Et on va l'entendre, si vous voulez, lui faire un chant d'amour du pays de Hue, oui, le pays de votre arrière-grand-père. Oui, sa mère était mon élève. Sa grand-mère était mon élève. Ah oui? Et elle était mon élève. Et 3 générations, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de prendre une photographie avec 3 générations d'élèves. Mais elle est venue à Paris. Et vous n'avez pas d'âge, c'est ça qui est extraordinaire. Et elle est venue à Paris, et je l'ai présentée dans la série de concerts pour la ville de Paris. Et à ce moment-là, Paul Samuel, qui a écouté son enregistrement, m'a dit « mais c'est une petite fille qui joue très bien, j'y joue très bien ». Et là, c'est pour ça qu'on a fait ce disque, le disque dans lequel j'ai intitulé « Hier et aujourd'hui ». Elle a joué toutes les pièces traditionnelles avec moi, mais elle a joué également les pièces nouvelles composées par sa mère, composées à partir des éléments traditionnels. Et la musique qu'on va entendre, c'est le chant d'amour de Hue, basé sur un chant, on appelle chant de batelière de la région de Hue, sur la rivière des Parfums, cette rivière aux eaux tranquilles, cette rivière aux eaux limpides, cette rivière qui constitue le symbole de la ville de Hue. Et nous allons entendre maintenant le chant d'amour de Hue, joué par Hai Feng, une jeune fille de 26 ans et qui promet beaucoup parce qu'elle a déjà commencé à faire des concerts dans le monde.
travers tout ce que vous avez fait, professeur Tran, et vous l'avez encore mentionné tout à l'heure, vous n'avez jamais cessé de revendiquer le fait que vous étiez d'abord un musicien traditionnel vietnamien avant d'être un musicologue ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est très important pour vous. C'est exact. Ouais. Oui. Ce qui a été très utile dans votre vie, parce que la base de vos travaux a été de faire comprendre, donc comme je l'ai mentionné, à nous occidentaux, une des caractéristiques de la musique vietnamienne, c'est la notion des modes. Oui. Vous avez pu des modes associés au sentiment. Et parce que vous étiez musicien, vous avez réussi à le faire comprendre encore plus facilement. Oui. Oui, c'est ça, c'est naturellement, c'est pour une question de mode. Nous ne pensons pas comme en Occident. Le mode n'est pas déterminé seulement par une échelle, mais par une série d'autres de caractères, comme l'hiérarchie des degrés, comme les ornements spécifiques, comme les mélodies spécifiques, etc. Mais ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail, il suffit de savoir que le mode pour nous, c'est une certaine organisation de l'échelle qui nous permet d'exprimer un certain sentiment. Ainsi, par exemple, le mode Bach exprime la joie. Nous avons joué tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais jouer avec une jeune nouvelle génération de mode Bach également. Il y a aussi le mode Bach, c'est tang tang ting tang ting tang. C'est pentatonique, mais second vibrato. Alors que c'est la même échelle, mais jouée à la chinoise parce que nous avons staccato. Alors c'est ce qui fait que nous avons, une fois je suis allé en Chine et j'ai dit aux Chinois, la mélodie du tapasio, c'est-à-dire que la pluie fouette les feuilles de bananier, mais si je jouais ce gong avec des staccato, et je fais entendre la musique chinoise. Gong, c'est zang, c'est gong liu, c'est gong se hong, gong liu, gong c'est zang, gong c'est gong hong, hong, se zang, hong, hong zang, se liu, gong, gong liu, se gong liu. Mais si la même mélodie je jouais avec ce gong à vibrato, je dis gong, c'est zang, c'est gong liu, c'est gong se hong, gong liu, gong c'est zang, gong c'est gong hong, hong, se c'est zang, se hong. Ça devient vietnamien. Et tous les Chinois, lorsqu'ils ont entendu ça, ils disent « Ah, Yunnan, ce n'est pas chinois. » Et là, vous allez nous interpréter quelque chose, oui. Une improvisation, sur le mode de la sérénité. C'est ça. Alors justement, pour le mode de la sérénité, c'est un mode qui n'existe pas dans la musique chinoise, qui n'existe pas dans la musique indienne, qui existe seulement dans la musique vietnamienne. Et je vous donne maintenant les chaînes. Que je module ensuite dans le mode Bach. Voilà, ben je commence maintenant mon improvisation.
Bravo, c'était une improvisation sur le mode de la sérénité par le professeur Tran Van Ke au Dan Tran, la sitar à 16 cordes. Je vous rappelle que vous écoutez Une oreille sur le monde, que nous sommes en direct du studio 12 de la Maison de Radio-Canada et on a la chance et l'honneur d'accueillir en direct le professeur Tran Van Ke. Professeur Tran, diriez-vous que ce métier de musicologue, de musicien, vous a apporté la sérénité comme vous l'avez joué il y a un instant? Je crois bien, parce que avec la musique, je peux me détacher presque du monde. Et quelquefois, il y a quelques similitudes entre ce qu'on appelle la méditation zen et la concentration pour la musique. J'ai trouvé beaucoup de similitudes parce que, en faisant de la musique, j'ai pu obtenir une sorte de sérénité de l'âme et que mes collègues, mes amis ont pratiqué le zen pour retrouver cela. Donc la musique est l'équivalent pour vous de... Oui, et surtout ce mode. Parce que ce mode, j'ai joué dans quelques hôpitaux de France. Et on a constaté que lorsque j'ai fait ma conférence, que j'ai joué cette musique, mais avec un tempo assez lent, les malades qui ont écouté, ceux qui ont des troubles mentaux, ont moins d'excitation. Et j'ai fait la même expérience au Vietnam et le docteur Nguyen Van Huong, qui a dirigé un hôpital de musique traditionnelle, il a remarqué que ce mode a permis aux malades de bien dormir. Un mode thérapeutique, quoi. Oui, c'est ça. Et non seulement cela, mais j'ai aussi fait des expériences également avec d'autres Vietnamiens. Maintenant, je leur ai dit que lorsqu'on écoute cette musique-là, et on écoute la musique telle que jouée dans le mode de sérénité, il faut saisir du commencement jusqu'à la fin. Et quand on saisit une note, la note est née, la note évolue, la note grandit, la note s'estompe. Mais il faut la suivre du commencement jusqu'à la fin. Il ne faut pas l'abandonner au milieu du chemin. Et à ce moment, vous trouvez la sérénité. C'est très beau. En plus d'avoir eu des élèves un peu partout dans le monde que vous avez guidés depuis la Sorbonne, depuis l'université de la Sorbonne, vous avez eu des enfants, professeur Tran. Vous en avez eu combien en fait? J'ai eu 4. 4 enfants? Oui, c'est mon Tous fils. Musiciens? Ils sont musiciens dans l'âme, mais ils sont musiciens professionnels. 2 seulement sont musiciens. Mon fils aîné, c'est un Quang Hai qui travaille au CNRS comme moi et qui a fait aussi des recherches sur la musique du Vietnam, la musique du monde entier, et surtout il se spécialise maintenant dans la boîte biphonique et j'en suis très fier parce qu'il a fait des recherches extraordinaires et chaque fois qu'il m'a communiqué ses communications, je suis très heureux, non pas en tant que père, mais en tant que professeur, en tant que musicologue, qui admire un jeune collègue, n'est-ce pas, qui a su savoir tracer son chemin et faire des choses très valables. J'ai la dernière fille, Twingant, qui enseignait qui a enseigné la musique traditionnelle en France, mais j'ai 2 enfants d'autres, même qui est architecte, mais qui aime bien chanter, seulement il chante surtout dans les chansons occidentales. Et puis, ma 3e fille... Mais vous avez déjà fait ça, vous devez comprendre. Vous avez chanté du Tino Rossi déjà et du Charles Trenet quand vous étiez jeune. Oui. Non seulement j'ai chanté Charles Trenet, j'ai chanté Gilbert Bécaud, j'ai chanté tout, j'ai chanté le jazz, etc. Et justement, on n'a pas le temps, mais tout à l'heure, s'il y a le temps... vous allez nous chanter Marinella, c'est ça? Ah non. Mais
connais les chansons populaires françaises, mais il y a des chansons vietnamiennes, mais chantées à la manière de jazz aussi. Oui. Bon, alors c'était le papa qui a parlé de la fierté qu'il avait pour son fils. Eh bien, figurez-vous que, puisque c'est la fête des pères, il n'y a rien à notre épreuve. Nous avons rejoint à Paris Tran Quan Ai, à quelques jours avant son départ pour l'Italie, parce qu'aujourd'hui même il est à Gênes. Il est comme vous, il voyage beaucoup. C'est donc notre cadeau de fête des pères pour vous, professeur. Voici votre fils. Oh, merci beaucoup. Tran Quan Ai, bien le bonjour d'abord à Paris. Oui, bonjour, mademoiselle Gagnon. Oui, vous pouvez dire bonjour à votre père aussi, il vous entend là. Ah aussi, bonjour papa. Je suis très content de te parler à travers la Radio-Canada. Et ça me fait un grand plaisir de te parler de très 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 loin entre Paris et Canada. Tran Quan Ai, quelle est l'influence qu'a eu votre père sur vous dans votre choix de carrière? Je sais que chez vous, dans votre famille, on est musicien de père en fils et en fille aussi depuis 5 générations, mais quelle est l'empreinte que votre père a laissée sur vous? Je me rappelle très bien que quand j'étais tout jeune, tout petit, il jouait du piano et il me portait sur ses genoux vers l'âge de 4 ans. Après, il est parti en France. Et je suis resté avec ma mère et j'ai commencé à étudier la mandoline, le violon, le piano et après je suis entré au conservatoire. Seulement en 1962, je suis venu en France et je l'ai revu en tant qu'adulte. Pour moi, ce fut une très grande surprise. Et il a essayé de me convaincre pour travailler la musique traditionnelle, parce qu'à cette époque-là, je voulais entrer au conservatoire pour devenir violoniste. Ah bon? Oui. Et puis après, savoir réfléchir, et puis il m'a montré, par exemple, à travers ses conférences, ses cours, etc., et petit à petit, j'avais découvert un autre monde musical extraordinaire qui est la musique traditionnelle. Et comme il était directeur du centre d'études de musique orientale, il m'emmenait tous les samedis là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Et voilà, j'avais commencé à apprendre la sitar vietnamienne. Et j'étais mordu. Et il est devenu mon maître. Il a tout transmis son savoir sur la musique vietnamienne. Et il m'a donné vraiment une éducation extraordinaire. Et en plus de cela, en même temps, j'avais étudié la musique de l'Inde, musique iranienne, musique japonaise à travers ses cours et aussi à travers la pratique. Et après 8 ans, 9 ans, j'avais eu un bagage de connaissances assez solide et en même temps, j'avais fait les études d'ethnomusicologie et j'ai trouvé un travail à Paris. Je suis entré au Musée de l'Homme en 1968. Et depuis, comme mon père était au CNRS à cette époque-là, et il enseignait aussi l'ethnomusicologie, donc j'ai suivi son cours et j'ai suivi d'autres cours. Et c'est vraiment, il m'a transmis d'une manière vraiment continue tout ce qu'il sait sur la musique du Vietnam et surtout c'est la passion pour les musiques non européennes. J'allais dire, il vous a transmis non seulement un héritage de savoir, mais justement cette passion que vous avez, vous aussi, et que vous partagez avec le plus grand nombre de gens possible, ce que vous faites beaucoup dans vos communications à la radio ou encore dans les conférences que vous donnez à travers le monde et dans vos cours aussi de chant diphonique. Vous êtes un grand spécialiste de chant diphonique. Je pense que cette passion-là, c'est typique de votre famille, c'est-à-dire que votre père a réussi à vous la transmettre aussi, cette passion.
Oui, parce que nous avons un gène dans la famille. C'est chaque fois quand on travaille quelque chose, quand on découvre quelque chose, on voudrait arriver jusqu'au bout. Alors, quelles seraient les qualités que vous attribuez à votre père? C'est un homme persévérant? Oui, je crois que c'est un homme très généreux, très persévérant et plein d'amour pour les enfants, non seulement pour les enfants, mais aussi pour ses élèves, pour ses étudiants, pour ses disciples, etc. Il a créé une école, une lignée de musiciens traditionnels, non seulement à travers les Vietnamiens, mais à travers le monde entier. Tous les étudiants asiatiques ou bien français qui ont suivi ses cours, il y a toujours un très bon souvenir de lui. Mais à chaque fois quand je vais quelque part et puis j'ai rencontré ses anciens élèves, ils disent votre père est formidable, c'est quelqu'un qui donne des cours extraordinaires, on pourrait rester des heures avec lui. Mais c'est vrai parce qu'il a un don pour captiver l'attention des gens, parce que lui-même il est né acteur, comédien et aussi un pédagogue très raffiné et surtout humaniste. Oui, c'est un grand communicateur, tout en étant un être extrêmement savant, et il sait aller vers l'essentiel aussi pour donner le goût. Je pense que ça, c'est une qualité que vous devez apprécier aussi chez lui. Beaucoup, oui. Parce que c'est ça, oui, parce que j'avais appris de lui, par exemple, de voir une chose et de pouvoir interpréter selon le temps imposé. Si on me donne 1 heure, je pourrais parler pendant 1 heure. Si on me donne 5 minutes, je parle pendant 5 minutes. C'est toujours le même sujet. C'est parce qu'il m'avait dit que quand il était au Sciences Po, c'est pas l'entraînement, il pourrait traiter n'importe quel sujet avec le temps imposé par d'autres personnes. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire comme gymnastique de l'esprit. Et c'est un homme qui a une mémoire prodigieuse aussi, votre père. Ah oui, lui, c'est vraiment, chaque fois que je me rappelle très bien, c'est quand je suis arrivé ici, il m'a raconté plein de choses quand j'étais tout petit, et puis en plus, pendant son enfance, il a tout gardé, il a récité des poèmes, des chansons de ses amis, de sa génération, et c'est lui qui détient toutes les mélodies, les chansons des années 40. Et ce qui donne vraiment, c'est-à-dire que ce qui apporte vraiment un trésor très important pour l'histoire de la musique du Vietnam. Parce que c'est grâce à lui que maintenant, par exemple, il y a des choses presque perdues parce que, vu la guerre au Vietnam, et c'est grâce à lui que maintenant je découvre des choses dans ma famille à travers ses parents, sa famille. Et moi je trouve que c'est cette manière de transmettre toutes les informations, les renseignements sur la famille, ça me donne vraiment envie de travailler, de retourner à ma musique, même si maintenant je suis loin de ma musique, je fais autre chose. Mais chaque fois quand j'ai la possibilité, je voudrais faire comme lui. Est-ce que quand on a un père aussi célèbre que le vôtre et aussi qui prend autant de place aussi, est-ce que ça fait pas ombrage à un fils à la fois? Pour moi, oui, c'est depuis mon enfance, chaque fois quand je regarde, c'est vraiment un dinosaure, un temple. Un monstre sacré, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, je me suis dit que tout ce que je fais, je ne pourrais pas égaler à lui. Vous croyez vraiment? Oui, c'est très difficile parce que maintenant, qui pourrait avoir une connaissance sur la musique du Vietnam mieux que lui? Il n'y a que lui. Et partout dans le monde, ce n'est pas qu'en France, mais il a déjà mis sa trace un peu partout dans toutes les
encyclopédies, les dictionnaires, les écrits comme la musique à travers les disques, tout ça. Et pour moi, c'est comme je n'étais pas encore nourri dans une famille pleine de musique traditionnelle, j'ai eu le contact avec la musique traditionnelle du Vietnam seulement depuis que je l'ai rencontré. J'étais déjà adulte. Donc, il me manquait une partie de mon enfance coupée de la musique traditionnelle, mais je ne regrette pas parce que pendant cette période-là, j'ai eu le contact avec la musique occidentale. C'est grâce à l'esprit cartésien analytique de l'Occident, combiné avec la musique de mon pays, qui est vraiment la souplesse, l'élasticité, l'indulgence, et qui m'a donné vraiment un comportement différent, mais enrichissant, parce que les deux cultures-là m'ont donné vraiment une synthèse musicale extraordinaire. Oui. Et j'ai l'impression que dans une autre vie, probablement, en plus d'être vietnamien, vous deviez être québécois parce que vous jouez de la cuillère comme un bon vieux québécois. Oui, parce que pour moi, chaque fois que je vais au Canada, si je rencontre des joueurs de cuillère, pour moi c'est un grand plaisir. Parce que j'adore les tap dance, n'est-ce pas, les pas de danse pratiqués au Canada dans les danses carrées, les square dance. C'est formidable quand j'ai vu un violonneux qui jouait, ou bien comme Jean Carignan et comme d'autres personnes au Canada, et qui jouaient du violon ou bien de l'accordéon, mais avec les deux pieds qui fait comme des claquettes. Pour moi, ça me donne envie de faire la même chose, quoi. De faire la même chose, oui. Et puis d'apprendre encore des rythmes que je ne connais pas. Oui. Eh bien, Tran Quan Ai, j'espère qu'on aura l'occasion de reconverser ensemble, de parler plus de vous un peu que de votre père, parce qu'aujourd'hui c'est un peu sa fête, c'est la fête des pères au Canada. Oui. Donc c'était un peu pour souligner cette relation extraordinaire quand même entre un père et son fils que nous avons tenu à vous rejoindre. On espère que la prochaine fois on aura l'occasion de faire des émissions aussi avec vous, non seulement avec votre père. Ah oui, pour moi c'est un grand plaisir de faire des émissions avec la Radio-Canada, parce que je deviens un habitué de la radio. Vous êtes un habitué du AM, maintenant vous serez un habitué du FM aussi. J'ai une faveur à vous demander, Tran Quan Ai. Qu'est-ce qu'on chante à son père pour lui dire qu'on l'aime? Je ne sais pas du tout, peut-être je vais chanter un chant populaire du Vietnam, parce que c'est ça, à travers les chants populaires, qu'on montre qu'on garde quelque chose du pays. Et comme ça, c'est pour lui souhaiter une bonne fête des pères. Et bonjour papa, je t'embrasse très fort et puis je t'aime toujours. Alors maintenant, je vais chanter une chanson qui m'avait appris quand je suis venu en France. On vous écoute. C'est la chanson Voilà, les crêtes planes tournent au-dessus du bourg et virent vers les champs. Oh mon amour, penses-tu à moi? Quand je rentre chez moi, ton sourire me hante. Con cò bay lá bay từ cửa phố bay ra cánh đồng. Tình tang tình duyên tình ơi, rằng có nhớ hay chăng, rằng có nhớ hay chăng. Ai về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng cô mình cười. Tình tang tình duyên tình ơi, rằng có nhớ hay chăng, rằng có nhớ hay chăng. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Vous êtes bien le digne fils de votre père. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci infiniment, Elisabeth Gagnon, pour m'avoir fait cette vraiment surprise. Pour une surprise, c'était une surprise. Il a fallu vous raconter quelques mensonges avant l'émission. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça pour moi, c'est une très grande surprise, c'est très agréable. Et il ne m'a jamais dit toutes ces choses-là. C'était le temps.
Ça sert à ça la fête des pères, à dire ce que tu jamais. Oui, je suis très heureux de découvrir cela parce que, mais par pudeur peut-être, peut-être, je ne sais pas. Il l'a dit parce que vous êtes un dinosaure. Il n'ose pas peut-être. Oui, mais c'est pourquoi ça que moi aussi, c'est pour ça. Tout à l'heure, je ne lui ai pas dit toujours que je l'aime beaucoup et que j'admirais son travail parce que j'ai peur qu'il ne soit trop enorgueilli par des compliments partout. Et c'est pour cela que j'ai hésité à le féliciter. Mais il n'a pas su que en cachette, je l'ai proposé pour le prix d'10 € en France. Je l'ai proposé pour autre chose. Mais j'ai souligné toujours, non pas en tant que père qui propose à son fils, mais en tant que chercheur du CNRS qui voit qu'un collègue a bien travaillé. Et je sais parler de choses. Il y a une petite âme de papa derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, vous ne pouvez pas le nier. Non, je ne peux pas nier. Oui. Quel est l'importance justement pour vous de l'héritage, de la transmission? C'est très important parce que à travers les élèves, on se voit plus jeune, on se voit en train de vivre une autre vie. Et même si naturellement, par la force des choses, on sera appelé à retourner vers la terre. Tout ce qu'on a transmis reste toujours dans le monde entier et qui sera retransmis à d'autres. Et c'est pour cela que c'est la longévité, c'est l'immortalité, en somme, qu'un maître peut espérer à travers ses élèves. Justement, on va demander à une jeune élève de venir se joindre à vous. C'est Madame Béchi. Nguyen, oui. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, oui. Elle va interpréter avec vous, professeur Tran, une suite de 3 courtes pièces. Vous nous les présentez d'abord avant de d'aller vous asseoir? C'est ça, c'est une jeune vietnamienne, et elle est fille donc de mes amis qui est présente dans la salle. Elle vit ici, à Montréal. Oui, elle vit à Montréal. Elle cherche aussi à transmettre cette tradition aux jeunes élèves à Montréal. Et c'est pour ça que je suis très heureux. Je profite de saluer tout de suite l'arrivée de Madame Kenderji. Oui. Elle pensait passer inaperçue. Oui, est-ce possible? C'est pas possible. Je donne le bec de l'amitié. Allez, oui, sûrement. Madame Kenderji vient faire son bec de l'amitié à M. Trandrantke. C'est très important parce que vous savez, Madame Kenderji, c'est celle qui a fait la première entrevue internationale de M. Trandrantke. Venez à côté de moi, vous n'avez pas de micro comme ça. On vous fait balader, on vous fait marcher à travers les fils. Bonjour. Bonjour à Lorraine. On fait ça en famille. Allez, je vous mets un petit bout de ma chaise. Restez là. Non, j'en ai une là. Non, je m'excuse, mais je viens d'une messe. C'est la fête des pères aujourd'hui. Et dans ma communauté arménienne catholique, on a célébré la messe à la mémoire de mon père et de mon frère. Alors, c'est pour ça que je ne pouvais pas arriver plus tôt. Merci d'être venu. À tout à l'heure. Oh oui, et puis surtout, tout à l'heure, je l'ai dit déjà. J'ai dit que j'ai une sorte de grande amitié envers Radio-Canada parce que déjà en 1950, Mme Kenderji m'a fait entrer à Radio-Canada pour la première fois dans une émission internationale. Elle m'a interviewé à l'UNESCO et depuis, on a cessé de se communiquer et elle m'a invité à venir enseigner à l'Université de Montréal et nous avons fait ensemble 3 musialogues. Et après, par la suite, elle a continué à me poser des questions pour me faire comprendre mieux ce que j'ai fait. Et surtout, j'ai une très grande amitié, une très grande admiration pour Madame. Excusez, l'émission n'est pas faite pour moi. Alors, c'était un hommage, M. Trandrantke qui rendait hommage à Mme Kenderji. Monsieur Trandrantke, je sais qu'on est à la radio, mais replacez votre casque parce que là, vous avez les petites couettes en l'air. Bon, ça vous a... Alors, je vous laisse prendre votre instrument, celui en forme de lune, et les 3 pièces sont sur le mode de la joie. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'est la fille d'un de mes amis. Elle continue l'enseignement de la musique traditionnelle et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir jouer avec elle 2 générations qui vivent ensemble une même pièce. Cela veut dire que la vieille génération cherche à venir vers la nouvelle génération comme la nouvelle génération sait garder la tradition pour être en contact toujours avec les personnes de l'autre génération. Alors c'est du bonheur assuré. Monsieur Trandrantke se déplace. Je sais que c'est encombrant un peu vos écouteurs. Allez tirer sur la corde et venez vous asseoir. Monsieur Trandrantke est au luth en forme de lune et Madame Béchi Nguyen, elle est à l'assistance escorte, donc le Dantran.
Vanquier. J'allais vous rejoindre, professeur. J'avais changé de micro exprès pour que vous évitiez de marcher, mais vous êtes trop vite pour moi. Je vais me rasseoir. Professeur, il faut quand même dire deux mots de... Est-ce que la musique faite au Vietnam actuellement par les jeunes, est-ce que c'est une chose acquise, la musique traditionnelle? C'est-à-dire qu'il y a eu cet engouement, on en a parlé tout à l'heure pour la musique occidentale. Est-ce que la prise de conscience, elle est générale maintenant? Est-ce qu'on peut dire que... C'est un mouvement qui commence à se dessiner parce que avant, il faut reconnaître que les jeunes gens ne juraient que par la musique pop, la musique rock, la musique comme rap, partout dans le monde, bien sûr. Et c'est pour vous donner un exemple. En 1981, lorsque je suis revenu au Vietnam, Pham Thuy Hoang, qui était mon disciple, m'a présenté 8 jeunes enfants entre 7 ans et 12 ans qui voulaient apprendre la musique traditionnelle, mais qui n'avaient pas les moyens, qui n'étaient pas au conservatoire. Alors on a essayé d'acheter les instruments pour eux et on les a encouragés. Et tous les ans, lorsque je suis revenu, ces enfants étaient heureux de pouvoir montrer à moi, leur maître, comment ils ont progressé. Et de 7, maintenant, ils sont devenus une centaine. Ah, alors, c'est un groupe de Tir Hak Quê Hương, le chant de la terre natale. Et ces enfants qui avaient 7 à 8 ans, 8 ans après, avaient 15 ans, ils ont fondé le groupe de la pleine lune. 15 ans. Et ces pleines lunes ont enseigné aux jeunes. Maintenant, ces pleines lunes sont venues des adultes. Et ils continuent maintenant, et avec maintenant un autre groupe de personnes âgées de 54 ans jusqu'à 78 ans, enseignées par Madame Thuy Hoang pour jouer la sitar, pour montrer aux jeunes que malgré l'âge, on est capable d'apprendre la musique traditionnelle. Et les émissions à la télévision sont très prisées parce qu'on voit les dames âgées, respectables, jouer doucement comme les petits-enfants. Et lorsque Thuy Hoang a appris à ces musiciennes, ces dames, elle a dit qu'elle avait les larmes aux yeux lorsqu'elle a touché ses mains. Non pas les petites mains des enfants, mais les mains calleuses, les mains qui ont travaillé beaucoup pour les enfants. Et maintenant, enfin, elles ont le temps d'apprendre la musique. Et c'est pour moi un très grand plaisir de voir que... C'est sûrement une grande satisfaction. Oui, et la musique traditionnelle est acceptée non seulement par les jeunes, mais par des différentes personnes. Et j'ai joué avec ce groupe de 3 générations. Et pour moi, c'était un grand plaisir. Parce que vous aviez réussi à faire aimer la musique vietnamienne partout dans le monde. Il fallait bien que ce soit chez vous aussi, quand même. Heureusement que pour une fois... pour une fois, c'est... Ça fait mentir le proverbe. Oui, c'est ça. Monsieur Tran, je vais vous demander de vous installer tranquillement là-bas. Oui. Et je vous propose de réentendre un moment, en tout cas qui a été un moment privilégié pour nous. Ça va vous rappeler des souvenirs. C'est une des émissions qu'on a faites ensemble, une émission qui un peu va démontrer aux auditeurs ce côté comédien dont parlait votre fils tout à l'heure, que vous êtes, cette grande capacité de communicateur aussi. Vous nous avez fait, il y a quelques années, une démonstration des différents rires au théâtre. Et là, je vous avertis ici dans la salle aussi, et vous à la maison, tenez-vous les comptes un peu parce que c'est pas triste. Voici Monsieur Tran Vanquier. Dans notre tradition, il y a plus de 36 manières de rire. 36 Oui. Et justement, c'est lorsque le maître Will Lai a identifié 36, il a dit nous disons 36 parce que c'est un nombre au Vietnam, comme dans Chine, comme ici en Europe, faire voir 36 chandelles, etc. 36, ça fait beaucoup. Alors, il a dit il y a plusieurs 36 manières de rire, mais je vous cite quelques-unes manières. Le rire loyal, le rire traître, le rire provocateur, etc. Et le rire loyal. Un dignitaire de la cour dit que je suis très content de voir que notre pays est en prospérité, et il ponctue sa phrase par un rire de mandarin loyal. Et il doit dire, par exemple, Mừng Bái, nước nhà thạnh trị, yêu thái vĩnh nước an toàn, ngư thủy phùng, ngư thủy nhất trạm, quân thần hỏi, quân thần thiên tại. Ha 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 ha.
bien le détacher. Oui, détaché. C'est le rire théâtral, c'est pas le rire courant. J'espère. Et un traître ne rit de la même façon. Un traître, lorsqu'il voudrait mettre à la tête de l'armée son gendre pour essayer d'usurper le trône, il demande à un général blanchi sous le harnais: mon général, seriez-vous encore capable de défendre notre pays quand il est en danger? Ou bien auriez-vous besoin d'un bras beaucoup plus jeune, qui est celui de mon gendre, par exemple? Et il ponctue sa question d'un rire de traître. Thưa lão tướng, không chẳng biết hôm nay nước nhà lâm nguy, lão tướng có thể giữ vững bờ cõi, hay là lão tướng phải nhờ tới tiện tế của mỹ nhân lão tướng? Alors maintenant, c'est un rire de provocation, de conquête féminine, mais de basse classe, comme un serviteur demande à une servante s'il accepte de faire une promenade avec lui, tandis que le maître est en train de se promener avec la demoiselle fille de mandarin. Alors, c'est un rire de provocation, et nous appelons ça le rire de chèvre. C'est de provocation de basse classe. Et il dit, par exemple, em hai, công tử đang dạo vườn Swasna xem hoa nở, vậy em hai có muốn đi cùng qua cũng dạo vườn xem hoa nở không em hai? Vraiment qu'ils se tiennent les côtes, hein? Ah oui. Oui, ils ont beaucoup de plaisir. Mais lorsqu'il s'agit donc grand dignitaire de la cour, qui cherche à attirer une jeune fille, qui cherche à la conquérir, ce n'est pas ce rire-là. C'est, d'après notre maître Winlay, et il a dit, c'est un rire de conquête. Dans ce cas, il faut qu'il rie comme un coq dans la basse-cour. Un coq dans la basse-cour. Et lorsque, en tant que grand dignitaire, il voit la jeune fille qu'on lui présente, lui présenter des tasses de vin, mais sans s'approcher de lui, il dit: approche-toi un tout petit peu de moi, bébé, viens. Chez nous, on appelle ça un macho, monsieur. Approche-toi de moi un tout petit peu. Pourquoi restes-tu toujours à l'écart? Et il ponctue son rire de mauvais mandarin, de mauvais séducteur, mais qui cherche à conquérir comme le coq dans la basse-cour. C'est la émotion, bien quoi. Tại sao cứ đi qua đi lại như vậy? C'est la émotion, viens ở nhà coi. Lorsque la jeune fille lui a présenté force tasses d'alcool, après avoir bu un certain nombre de tasses, alors naturellement il commence à devenir... quoi. Oui, la cognacie. C'est ça. Alors il devient, dans son état peu normal, il commence à être ivre, mais le désir reste encore là. Il veut toujours attirer la jeune fille, mais il est incapable de conquérir comme le coq dans sa basse-cour. Et le maître Winlay a dit, dans ce cas, il faut qu'il rie au porc, au cochon. Et comme un porc. Un porc, oui. C'est-à-dire, le désir est là, mais il est incapable de conquérir. Et il est presque saoul, presque ivre. Alors il dit, ça vient, que đi qua đi lại. Là đây một chút, với ở nhà coi. Alors là, c'est un autre rire. Alors, c'est le rire des gens de la salle maintenant. N'est-ce pas qu'il est extraordinaire? Et en plus d'être un comédien, c'est un bon imitateur parce qu'il s'imitait lui-même par-dessus. Alors, on a double spectacle ici en studio, au studio 12. Professeur Tran, il faudra filmer cette démonstration sur les rires, puis la faire voir à tout le monde à la télévision. Vous êtes retourné à votre guitare 16 cordes, vous allez nous jouer quelque chose maintenant d'un peu nostalgique. Oui, et pour nous séparer, c'est la nostalgie, mais naturellement c'est dans tous les concerts ou récitals vietnamiens, on finit toujours par la noce de nostalgie. Permettez-moi de
changer un tout petit peu l'accord de cet instrument avant de déclamer. Alors nous sommes en direct du studio 12 de la Maison du Canada. Nous accueillons le professeur Tran Van Vier. C'est un grand plaisir. Je ne sais pas si Mme Kellergie veut dire quelque chose là-dessus. Hein? Attendez un peu, j'arrive. Pendant que le professeur s'accorde. Je sais pas. Simplement d'abord, merci à Lorraine et à toute l'équipe d'avoir fait ça, parce que c'est formidable de l'avoir comme ça en direct. Vous êtes trop jeune pour l'avoir vu dans nos premières années, mais soit à l'UNESCO, soit à la faculté d'entre nous, et j'ai des vidéos. Alors, un jour, on les regardera. On les regardera en famille, on va faire profiter les autres. Alors le professeur Tran accorde son instrument. Je voudrais maintenant vous déclamer des vers populaires. Et je traduis en tous ces vers avant de déclamer. Pour la deux premières phrases, je déclamerai dans le style de Ngamsong. Troisième, quatrième vers dans le style de Bongma. Le reste dans le style de Shama. Nuit après nuit, j'erre tout seul dans le jardin de fleurs. Je lève les yeux pour voir les étoiles pâlir dans le ciel. Nuit après nuit, j'erre tout seul dans le jardin de fleurs. Il est des nuits où je pense à nos serments aussi solides comme si c'était gravé sur de l'or ou de la pierre. Oh, mon bien-aimé, combien je t'aime. Il n'est pas de jour où je ne pense à toi. J'entends encore les paroles qui fleurissent sur tes lèvres et la complainte qui résonne encore mes oreilles. Je pense à toi comme le pinceau pense à l'encrier. Je pense à toi comme l'encre pense au papier, comme la barque qui pense au fleuve. Le jour où l'on pourra devenir mari et femme, je serai heureux comme l'oiseau qui aura retrouvé son nid, comme le dragon qui aura trouvé son nuage. Gia đình một mình đêm dài thức trắng
năm canh gió ràng ngày nào anh chẳng nhớ nàng ngồi thương nàng lòng lắm nàng ôi nhớ miệng ai nói nhớ lời ai than ơi đi nàng ơi nhớ nàng như bút nhớ nghiêng như mực nhớ giấy nàng ôi bao giờ nên vợ nên chồng như chim về tổ như rồng gặp mây.
Tran Van Nickel. Professeur, on a remarqué vos grands talents de poète aussi. Vous aimez beaucoup la poésie, vous aimez vous entourer de poésie. Bon, on a parlé de vous comme communicateur, comme professeur, comme papa, comme père, mais avant tout ça, vous avez été un frère. Ça veut dire que vous avez eu une famille et on a la chance ici d'avoir votre sœur et elle aussi, elle aimerait témoigner de l'importance que vous avez eue dans sa vie. Alors j'invite Madame Tran Ngoc Swong à venir se joindre à nous, peut-être à ce micro, tout le monde va pouvoir la voir comme ça. Je sais que c'est un moment qui est probablement très émouvant pour elle, elle ne s'adresse pas souvent à la radio, et en plus, devant son frère qui est un éminent professeur, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours facile. Ça fait un petit peu des petites boules, mais elle a tenu quand même à prendre son courage à deux mains et à venir vous dire ce message. Avant tout, je désire remercier Madame Chalifou et son équipe de me donner cette belle occasion pour rendre hommage à une personne qui m'est très chère au rang de père et mère. Une personnalité renommée aux yeux des autres, un homme de recherche remarquable, apprécié, admiré, charmeur à travers le monde, avec son bagage de cœur, la musique. Mais derrière ce grand succès de l'homme jovial que tu es, se cache une autre facette plus adorable. Ce que tu étais pour moi dès mon enfance, l'image d'un père attentionné, d'une mère affectueuse. Et particulièrement malgré tout, tu restes encore pour moi un grand frère extraordinaire, doublé d'un instinct maternel qui fait de toi une mère exceptionnellement merveilleuse, ma mère Jacques à moi. Tu as su protéger mon âme sensible d'une petite fille orpheline à bas âge dans un coffret de velours rempli d'amour enrichissant et d'une générosité bien encourageante. Tu as su semer dans mon petit cœur fragile une confiance en moi, en notre famille, où je n'ai même pas à gaspiller une goutte de larmes de peine. Et une fois, il n'y a pas très longtemps, des notes joliment ornées, bien évocatrices de ta façon vraiment spéciale de jouer doucement les vieilles chansons que tu m'as appris à chanter dès mon enfance, étaient pour moi à ce moment-là comme une force magique bien réussie, en ordre spirituel, d'une puissance invisible, magnifiquement efficace, de me faire sortir tout d'un coup de ma coquille. Et je me suis rendu compte que mes joues étaient chaudement mouillées de larmes, de bonheur, de me retrouver, de me sentir soulagée, délivrée, comme si c'était après une méditation merveilleuse ou une belle renaissance. Avec cet héritage d'amour, serti dans un trésor de confiance, avec ce beau bouquet de bons souvenirs d'une enfance heureuse grâce à toi, nourrie et élevée dans la délicatesse traditionnelle de la musique. Tout cela m'a bien aidé à grandir dans ma vie personnelle. Et comme une baguette magique de réconfort, en échange d'oxygène, à surmonter les moments difficiles et à me remettre d'une façon positive. Et tu m'as dit, quand je te vois pleurer, je me sens heureux, car ce sont des larmes de bonheur. Et cela signifie que j'ai retrouvé ma petite sœur telle que tu es. Il n'y en a jamais assez bon enfant à raconter à sa mère. Et quoi de plus à te dire, sinon, à toi, cher grand frère, père et mère à moi, à ce merveilleux moment inoubliable, à cette belle oreille sur le monde, une petite voix retentissant à ton oreille sur le cœur, toute ma reconnaissance, tout mon amour, tous mes respects réservés à ma mère Jacques. Et aujourd'hui, le 15 juin 1997, à toi particulièrement et à tous les auditeurs, une très bonne fête de père, ta petite sœur.
qui allait pleurer, mais c'est moi. Je vous en passe quelques-uns. Elle est courageuse, votre sœur, et c'est extraordinaire. C'est dur de faire un témoignage comme ça en direct. Vous lui manquez souvent. Sans papier. Et sans papier, elle a tout fait. Mais oui, elle a tout fait. Mais moi, avec son papier dans la main, mais elle ne l'a jamais regardé. C'est une femme extraordinaire, comme vous. Non, merci beaucoup. C'est une très agréable surprise aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à venir aujourd'hui et recevoir publiquement les vœux de mon fils bien-aimé, les vœux de ma petite sœur bien-aimée. Et c'est pour ça que ici, je pense aussi à mon frère bien-aimé qui est disparu, et je voulais l'associer à cette émission où on appartient à une famille de musiciens qui pendant toute la vie, toute notre vie, nous avons consacré nos forces à servir la musique d'une manière ou d'une autre, avec toute la loyauté, toute l'honnêteté, et non pas en cherchant à faire des choses contraires à notre idéal. Et le chemin, comme je vous l'ai dit, que j'ai tracé, je le suivrai toujours. Et je tâcherai d'être toujours présent partout où l'on me demande, jusqu'à la fin de ma vie. Et comme le dirait peut-être M. de la Palisse, 5 minutes avant ma mort, je serai encore vivant. Merveilleux, professeur Tran, vous serez toujours le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On peut l'applaudir. Grâce à eux de passer un excellent moment. Merci à la réalisatrice Lauren Chalifou aussi. Alors, on se quitte sur la musique de la cour de Douai. Après tout, votre arrière-grand-père il était musicien là-bas. Et je vous le redis, professeur, vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Merci encore. Merci à tous. Présenter la fin de... Laboratoire d'ethnomusicologie du CNRS au Musée des Beaux-Arts de Paris, il a collaboré à de nombreux ouvrages consacrés aux traditions orales extra-occidentales. Et le livre-disque Les Voix du Monde, document coproduit par le Musée de Londres et la maison de disques. Ce soir, On a le temps, alors on va laisser les gens s'essayer. Parce que vous savez que j'ai 82 ans. Bientôt 40 ans. Oui, il l'aurait réussi. Alors, pendant que le professeur Tran échange avec ses amis, ses invités qui arrivent au studio 12, je vous propose d'entendre son fils maintenant, que vous avez entendu peut-être un petit peu précédemment. C'est lui qui est donc l'invité, c'est une voix multiple. Merci beaucoup.
Merci.